Bonsoir tout le monde, chers amis, chers confrères. C'est un plaisir pour moi, le président et le comité organisateur m'ont chargé de faire cette petite intervention de bienvenue. Et c'est avec plaisir que je souhaite la bienvenue à tous les confrères, tous nos orateurs qui sont venus de près ou de loin pour assister à notre 4e journée de cardiologie du Sud, dédiée cette année à l'échocardiographie et l'échovasculaire. On a pris un peu de retard et donc je suis chargé de modérer cette séance sur l'insuffisance cardiaque. C'est un sujet qui est très passionnant parce que l'insuffisance cardiaque a connu, surtout l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, a connu un très grand progrès sur le plan thérapeutique. Et depuis 1999 à nos jours, c'est la seule maladie peut-être au monde qui a connu une diminution de plus de 3, une division par 3 le nombre de mortalités par insuffisance cardiaque. Et ceci grâce aux IEC, aux bêta-bloquants, aux MRA, les inhibiteurs de l'aldostérone et les prélulones, au LCZ et à la resynchronisation. Mais il nous reste beaucoup de travail à faire en ce qui concerne la fraction d'éjection, l'insuffisance cardiaque, la fraction d'éjection préservée. Et là, effectivement, c'est une maladie qui est de diagnostic difficile, de pronostic redoutable et dans la thérapeutique se recherche encore. Sans plus tarder, comme on a pris du retard, je demande la parole à notre grand ami, M. Chahidi, pour nous parler de cardiopathie rythmique. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par une histoire clinique que tout le monde aurait pu voir. Alors, de cette patiente de 43 ans qui présente des palpitations depuis plus de 10 ans, qui, il y a 3 ans, avait une échographie transthoracique, ce qu'il y a de plus normal, une fraction d'éjection normale, absence d'atteinte cardiaque structurelle, et qui actuellement présente depuis environ 2 mois une dyspnée d'effort avec une classification en YHA 2 à 3, probablement 3 même. Alors, elle a été adressée pour implantation d'un défibrillateur dans un contexte de cardiomyopathie dilatée, acoronaire saine, comme on va le voir, avec une hyperexstabilité ventriculaire, c'est ce qui inquiétait le plus, là, le cardiologue correspondant qui me l'avait adressé. Et il me marquait, elle présente une altération sévère de la fonction VG systolique avec une fraction d'éjection à 32%. Elle était sous nodalol sous bêta-bloquant, un puissant bradicardisant, de nadolol, pour cette histoire d'hyperexstabilité ventriculaire. Alors, quand elle arrive dans le service, elle est effectivement en stade 3. On lui tourne un petit peu autour, on lui fait la choro qui s'avère normale. L'IRM, en raison de l'hyperexstabilité ventriculaire, s'est avérée vraiment faiblement contributive, mais elle nous a confirmé que la fraction d'éjection est bien altérée. Et surtout, le Holter rythmique montrait plus de 39 000, près de 40 000 ESV sur 24 heures. Alors voici le tracé électrocardiographique. Comme vous le voyez, elle était tout le temps, quasiment tout le temps, de manière incessante comme ça, soit des salves comme ça de TV non soutenues, ou alors des couplets, des triplés, et la plupart du temps bigéminisme ou trigéminisme. Donc, au fait, quand on voit une tachycardie là comme ça, ou des ESV avec un retard gauche et un axe inférieur, c'est-à-dire positif en D2, D3 AVF, on commence à suspecter quelque chose qui peut venir de la chambre de chasse du VD. Et donc, on lui a tourné autour, encore une fois, on a été à la cartographie, bien évidemment, pour essayer de localiser l'origine de ces ESV, qui étaient tout le temps monomorphes sur le tracé sur le Holter rythmique. Et donc, on a effectivement individualisé quelque chose qui venait de près de la valve pulmonaire. Vous voyez le trait noir ici, c'est la valve pulmonaire, et on avait une précocité à proximité de la valve pulmonaire. Et quand on regarde à ce niveau, on avait ce potentiel-là qui est très pathologique au niveau de l'ablateur, avec une précocité par rapport au QRS de surface.
Et donc, voici comment elle était en début de procédure. Elle était tout le temps comme ça, avec des salves incessantes de TV soutenu. Et donc, on lance sur ce site-là le tir de radiofréquence qui permet de faire disparaître complètement l'hyperexcitabilité ventriculaire. Et au bout de quelques mois, au bout de 3 mois notamment, elle va complètement normaliser sa fraction d'éjection. Et ceci nous a permis de la classer comme une cardiopathie rythmique qui était liée à une hyperstabilité ventriculaire venant de la chambre de chasse du VD, même un tout petit peu plus au-dessus, puisque ça venait de la valve pulmonaire. Alors ceci illustre parfaitement comment on doit définir la cardiopathie rythmique. Alors elle correspond à une altération de la fonction VG systolique, secondaire à une tachycardie persistante, non contrôlable, partiellement ou complètement réversible après normalisation de la fréquence cardiaque et ou régularisation du rythme. Alors, lorsqu'on dit réversible après normalisation, ça suppose que le diagnostic va être fait a posteriori. Ça implique aussi qu'il faut éviter de parler de cardiopathie rythmique avant d'avoir fait un bilan exhaustif pour ne pas passer à côté d'une atteinte cardiaque structurelle qui serait à l'origine donc de la dysfonction ventriculaire gauche. Alors ceci est connu depuis fort longtemps, la cardiopathie rythmique, et la première description remonte déjà à 1913, dans ce papier que j'ai retrouvé dans la littérature. Il s'agit de quelques cas de patients présentant principalement de la fibrillation atriale et qui dilataient leur cœur, notamment le ventricule gauche. Et voyez déjà ce que j'ai souligné en rouge. Les auteurs du papier y concluaient qu'il était tout à fait judicieux de penser que la cardiopathie dilatée que présentaient ces jeunes était en rapport avec était une conséquence même de la fibrillation atriale. Quelques années plus tard, on est en 61, on a eu quelques données expérimentales où on a induit la dysfonction ventriculaire gauche uniquement par une stimulation cardiaque rapide. Et voyez dans ce travail-là, encore une fois qui remonte à 61, l'objectif de cette étude était de reproduire chez l'animal un aspect de tachycardiomyopathie pour en étudier les conséquences hémodynamiques, les modifications structurelles et les modifications cellulaires. Alors avec une stimulation atriale simplement, on n'est pas dans le ventricule, avec une stimulation atriale à 330 par minute, les auteurs sont arrivés à induire chez le chien une insuffisance cardiaque symptomatique avec des signes périphériques en rapport avec cette insuffisance cardiaque, et ils devaient constater même une atteinte biventriculaire concernant cette cardiopathie avec une cardiomégalie, enfin tous les signes liés à l'insuffisance cardiaque. Et dès lors qu'ils arrêtaient cette stimulation atriale, ils constataient une régression de la cardiopathie. Chez l'homme, également, ça a été décrit depuis fort longtemps. L'exemple de ce patient, je suis désolé pour la référence, mais c'est quelque chose d'ancien, un homme de 72 ans qui était admis pour une insuffisance cardiaque congestive, voyez fraction d'éjection altérée à 20%, et au fait, il présentait un flotteur atrial typique, mais qui était incessant, avec une conduction se faisant en 2:1, la fréquence ventriculaire est à 150 par minute en permanence, et il va normaliser complètement sa fraction d'éjection 2 mois après la cardioversion électrique de ce flotteur. Alors ces deux arythmies atriales, et je dirais plus la fibrillation atriale, constituent presque un modèle expérimental de la cardiopathie rythmique. La seule chose qui nous enquiquine dans l'association FA et insuffisance cardiaque, de qui est la poule, de qui est l'œuf, on ne sait pas toujours faire la différence. Alors en gros, quand on considère que la FA est responsable de l'insuffisance cardiaque, et on va être en plein dedans dans la cardiopathie rythmique, au fait, si la FA a précédé de longue date la survenue de la cardiopathie, on va peut-être effectivement s'orienter vers la cardiopathie rythmique. Et il faut y penser, je dirais même systématiquement, dans la cardiomyopathie dilatée à coronaire sain, surtout lorsque le patient est en fibrillation atriale. Retenons que les antiarythmiques sont généralement inefficaces dans cette situation. De toute manière, les antiarythmiques en cas de dysfonction VG, il n'y en a pas beaucoup qui ne soient pas contre-indiqués, en dehors de l'amiodarone.
mais au prix d'effets indésirables qui sont très importants, surtout qu'il s'agit souvent de patients jeunes. Elle constitue, par contre, une excellente indication d'ablation de cette arythmie, même en cas de dysfonction VG sévère, parce que c'est là où il y a vraiment de très bons résultats, surtout lorsqu'il s'agit d'une cardiopathie rythmique. Alors, lorsque c'est l'insuffisance cardiaque qui est responsable de la fibrillation atriale, on a la notion déjà d'une dysfonction ventriculaire, la notion d'une cardiopathie, soit valvulaire, soit hypertensive, soit une cardiopathie ischémique, sur laquelle vient se greffer la fibrillation atriale. Et dans ce contexte, souvent, l'oreillette gauche elle est très dilatée, et ceci constitue une très mauvaise indication à l'ablation de la fibrillation atriale, surtout lorsque l'AFA a duré depuis plus de 2 ans, une persistante longue durée. Des patients là comme ça, que vous voyez pour une EFA qui s'est greffée sur une cardiopathie avec une réponse ventriculaire de l'AFA qui est très rapide, il ne faut pas vraiment trop tarder pour leur proposer l'ablation de la jonction auriculo-ventriculaire qui sera bien évidemment précédée de l'implantation d'un stimulateur cardiaque qui de plus en plus aujourd'hui est un stimulateur de resynchronisation. Alors l'AFA et insuffisance cardiaque, une association, un couple qui fait des ravages, et la chose est connue depuis fort longtemps. On voyait là, dans toutes ces études concernant l'insuffisance cardiaque, en regardant un critère dur comme celui de la mortalité, finalement, c'est sûr, vaut mieux être de ce côté. Le rythme sinusal en cas de FA s'accompagne de moins de mortalité que lorsque le patient présente une fibrillation atriale. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, dans la définition classique de la cardiopathie rythmique, on ne prenait pas en considération une atteinte cardiaque structurelle parce qu'on se dit que la dysfonction est liée à l'atteinte cardiaque structurelle. Mais en fait, il y a eu une nouvelle définition de la cardiopathie rythmique qui est la suivante, c'est toute dysfonction atriale ou ventriculaire secondaire à une contraction myocardique rapide, une fréquence ventriculaire rapide et ou irrégulière, asynchrone, et la définition de l'asynchronisme ici était liée soit à la présence d'une extrasystolie ventriculaire ou à une stimulation ventriculaire droite. Quand on stimule le VD, on génère forcément un asynchronisme, partiellement ou complètement réversible après traitement de l'arythmie responsable. Et l'élément nouveau, c'est qu'elle ne s'adresse pas uniquement aux patients qui n'ont pas une dysfonction, mais même les patients qui ont une atteinte cardiaque structurelle, ils peuvent faire de la cardiopathie rythmique et à ce moment-là, elle sera beaucoup plus sévère et beaucoup plus rapide à s'installer. Elle va aggraver déjà une dysfonction préexistante. Alors, toujours dans le chapitre FA et dysfonction ventriculaire gauche, défini souvent dans ce contexte-là par une fraction d'éjection basse, quelle est la place de l'ablation? C'est nos amis les Bordelais qui encore la première fois, c'est ce que j'ai encadré en rouge ici, qui ont sorti leur travail. Et donc, vous voyez, ils arrivent à améliorer le devenir de ces patients. Ils ont pris 58 patients qui avaient une fraction d'éjection basse, 35% au début. Après ablation de l'arythmie, ils sont arrivés à récupérer une fraction d'éjection à 56%. Il y a eu d'autres travaux par la suite. Ici, c'est le travail Princeps par l'équipe de Michel Heisager. Mais voyez, on collige dans la littérature jusqu'à plus de 500 patients avec une amélioration significative de la fraction d'éjection qui passe de 37% ici à 48% lorsqu'on collige tous ces résultats. Voici le travail Princeps de Michel Heisager, New England de 2004. Vous voyez, l'amélioration se fait somme toute assez rapidement. À partir du 3e mois, on a une augmentation significative de la fraction d'éjection. Ici, c'est le pourcentage de raccourcissement, mais il n'est plus utilisé, qui est également amélioré. Et ici, sur les dimensions ventriculaires gauche, un remodelage inverse, aussi bien sur le diamètre télédiastolique que sur le diamètre télésystolique. Alors, on a vu la fibrillation atriale, le flotteur atrial. Quelles sont les autres arythmies qui peuvent également être responsables de cardiopathie rythmique? Toutes les arythmies supraventriculaires finalement. Les unes plus que les autres. Je cite en premier flotteur atrial, tachycardie atriale et FA. Mais les autres, certes, c'est rare. La réentrée intranodale, il est rare qu'elle soit permanente. Mais retenez cette entité-là qu'on appelle PJRT ou tachycardie de Coumen, notamment chez les jeunes,
il n'est absolument pas rare que ça s'accompagne d'une cardiopathie rythmique. Et bien évidemment, les arythmies ventriculaires, au premier chapitre desquelles, le cas de notre patiente qu'on a vu, une hyperexstabilité ventriculaire ou alors des TV répétitives monomorphes. Voici l'exemple d'une jeune femme de 19 ans qui présentait des palpitations qui parfois n'étaient pas ressenties, elles n'étaient pas toujours ressenties. Et elle présentait ça depuis à peu près une huitaine d'années. Ça a démarré très tôt, vers l'âge de 10-11 ans. Sur le Holter, ces troubles du rythme étaient quasi incessants. Et il y a eu l'essai de plusieurs antiarythmiques, ça a toujours été l'échec, jusqu'à ce qu'elle soit adressée pour une dyspnée d'effort. Et à ce moment-là, l'échographie mettait en évidence une fraction d'éjection à 34%. On arrivait à l'arrêter avec de la striadine, de l'adénosine, sur 2-3 battements, et puis ça repartait, la même tachycardie. Et regardez, ce tracé électrocardiographique, il est assez typique de ce qu'on appelle une PJRT, la tachycardie de Koumel. Retenez que c'est une tachycardie à QRS fin, avec un RP' lent, lente P' rétrograde, elle est là, et les négatives en inférieur, ça c'est typique et c'est pathognomonique chez les enfants ou chez les jeunes de la PJRT. C'est le coup classique. Et cette PJRT est liée à la présence d'une voie accessoire atypique à propriété décrémentielle. Je rappelle que les quintes ne sont pas décrémentielles. Là, c'est décrémentiel et à conduction rétrograde exclusive. Alors, leur ablation, c'est pas quelque chose de difficile. Ils mettent près du sinus coronaire, de l'ostium du sinus coronaire. C'est pour ça qu'on a cette négativité dans le territoire inférieur. Et voici donc après ablation, retour en rythme sinusal, il n'y a aucune préexcitation. Et puis cette jeune va récupérer une fraction d'éjection complètement normale au bout de 2 mois. Un autre exemple, celle-ci je l'avais faite il y a quelques mois, une jeune fille de 10 ans qui avait vu sa scolarité vraiment très altérée en CM2. Elle présentait des palpitations. Là, c'est pareil. Les palpitations, elle n'arrivait pas à les décrire. Elle parlait plus de céphalée intense. On peut comprendre. Peut-être qu'il y a une hypoperfusion à ce moment-là qui s'installe. Parce que la tachy est rapide. Toujours chez les jeunes, les tachycardies sont très rapides. Puis, un jour, elle commence à présenter de la dyspnée. Elle ne fait plus le sport comme ses collègues. Et voyez, l'échographie trouve une fraction d'éjection à 38%. Et quand vous regardez, là, c'est pareil, en D2, D3 AVF, l'onde P, elle est loin derrière le QRS, c'est une PJRT. On l'avait ablatée avec succès, elle avait normalisé sa fonction VG systolique. Pensez à ça, ce n'est absolument pas rare. J'en ai fait déjà 3 ici au Maroc, à Rabat, chez des enfants. Alors les ESV, c'était notre première présentation de tout à l'heure. Les ESV, c'est quelque chose de relativement fréquent. Dans l'immense majorité des cas, c'est bénin. Mais méfions-nous lorsqu'il y a un bigéminisme, un trigéminisme, lorsqu'il y a des salves soutenues. Alors, les ESV bénignes qualifiés d'idiopathiques, c'est souvent la chambre de chasse VD, mais pas que la chambre de chasse VD. Dans 50%, c'est vrai, c'est la chambre de chasse VD. Mais la chambre de chasse VD avec la chambre de chasse VD avec les causes aortiques, ça constitue vraiment des rapports très étroits. Il n'est pas toujours facile de repérer l'origine de l'ESV. Et bien évidemment, il y a les ESV qui surviennent sur cardiopathique, et là, le pronostic, il est un peu plus péjoratif. Voilà, ils peuvent être répétitifs, là, comme ça. Et donc, regardez, dans ce travail, c'est une série de 174 patients qui avaient été envoyés pour ablation d'une hyperstabilité ventriculaire, qui était supposé quelque chose de bénin. 57 d'entre ces patients avaient une fraction d'éjection altérée, 33%. Et donc, quand on a regardé la charge d'arythmie chez les patients qui avaient une fraction d'éjection basse, elle était beaucoup plus importante, ça va de soi, que les patients qui avaient une fraction d'éjection normale. Et donc, ce qui était ressorti de ce travail, c'est qu'une charge en hyperexstabilité ventriculaire qui dépasse les 24% était un élément prédicteur de l'évolution vers une cardiopathie rythmique avec une sensibilité de 79%, une spécificité de 78%. Mais il n'y a pas que cette charge importante. Regardez, ici, il était ressorti de ce travail, et d'autres travaux également, que même une charge juste de 10%, à peu près 10 000 extrasystoles sur 24 heures, que c'était suffisant pour induire une tachycardiomyopathie. Alors la valeur cutoff, parce que c'est souvent quand on fait ce topo,
tout le monde demande est-ce qu'il y a une valeur cutoff à partir de laquelle il va y avoir l'évolution vers une cardiopathie rythmique. Il n'y en a pas dans la littérature. Hein. Tout ce qu'on sait, ceux qui ont une fraction d'éjection basse, c'est des patients qui ont une charge entre 29 et 37% versus 8 à 13% pour ceux qui gardent une fraction d'éjection qui est normale. Mais il n'y a pas de valeur cutoff, il ne faut pas partir avec ce topo avec une idée comme ça. On peut céder d'autres facteurs, comme le sexe masculin, on ne sait pas pourquoi, les hommes altèrent plus la fraction d'éjection en cas d'hyperexcitabilité ventriculaire. Lorsque c'est asymptomatique, parce que les gens ne consultent pas, et ils consultent au moment où il y a la dysfonction ventriculaire gauche qui s'est installée, lorsqu'il y a une persistance de l'hyperexcitabilité ventriculaire durant l'ensemble des 24 heures, et puis bien évidemment, plus c'est ancien dans la durée, plus il y a le risque, ou alors lorsqu'il y a des TVNS ou des ESV polymorphes. Et sachez que les ESV qui naissent du VD, de la chambre de chasse VD, s'accompagnent beaucoup plus de cardiopathie rythmique que les ESV qui naissent du VG. Un autre cas clinique, et je vais avoir bientôt fini, de cette jeune femme de 22 ans qui présentait, elle, des palpitations depuis environ 4 ans. Là, c'est pareil, diagnostic d'une ESV bénigne sur cœur sain, aucun antécédent familial. Elle a une échotransthoracique, une échographie cardiaque transthoracique qui est tout à fait normale, enfin en tout cas pas d'atteinte cardiaque structurelle. Et sur le Holter, vous voyez 43 000 ESV par 24 heures avec de nombreux passages en bigéminisme, en trigéminisme. Alors, elles étaient plutôt rassurantes pour l'équipe qui la suivait parce que ça disparaissait à l'effort et souvent on dit, lorsque ça disparaît à l'effort, le pronostic est bénin. Alors, concernant la mort subite, probablement oui, c'est rassurant, mais par contre, concernant le risque de survenue d'une dysfonction ventriculaire gauche, ça ne veut rien dire lorsque ces ESV disparaissent à l'effort. Et donc, progressivement, elle a évolué vers la tachycardiomyopathie avec une fraction d'éjection à 42%. Voici son tracé électrocardiographique en 12 dérivations. Retenez toujours cet aspect. Négatif en V1 avec un axe inférieur, c'est-à-dire positif en D2, D3, AVF. Là aussi, on suspecte, on dit c'est accessible, ça peut être accessible à un traitement par ablation, surtout qu'on est limité, encore une fois, concernant l'approche pharmacologique. Il n'y a que la myodarone que l'on peut prescrire, vous le savez bien, en cas de dysfonction ventriculaire gauche. Donc, on l'amène en salle d'électrophie pour faire une cartographie. On était content, ça semblait venir de ce coin-là, de l'infundibulum pulmonaire. On avait tous les arguments pour. Quand on stimule dans cet endroit, on fait ce qu'on appelle la topostimulation, on reproduit l'aspect de la TV. Donc on était content. Mais finalement, quand on ablate à ce niveau, l'ablateur se trouve ici, il y a eu échec, on n'a pas pu arrêter ça. Et donc finalement, c'est pour ça que je vous disais, les rapports sont très étroits entre la chambre de chasse VD et puis la chambre de chasse VG. Vous voyez, on a été travaillé du côté de la valve aortique, la chambre de chasse VG, puis un peu au-dessus au niveau des valves aortiques. Et quand on regarde la topostimulation au niveau d'une queue aortique, on reproduit exactement la tachycardie ventriculaire. Et c'est ici qu'on va ablater cette hyperexcitabilité ventriculaire. On s'assure qu'on soit à distance du tronc coronaire commun gauche, parce qu'il est juste là, avec ce cathéter-là. Et voyez, en dessous de 5 mm, on n'aime pas trop cette situation, parce que si on crame le tronc coronaire, on transforme le pronostic de la patiente. Et donc, voici comment elle était. Elle était bigéminée, trigéminée. On délivre donc la radiofréquence au niveau de la queue aortique et l'hyperexcitabilité disparaît complètement et comme conséquence, elle normalise la fraction d'éjection au bout de 3 mois. Cette normalisation de la fraction d'éjection souvent se voit entre 2 et 3 mois, je pense que je vais le répéter ici. La progression de la tachycardiomyopathie peut se développer juste en quelques semaines lorsque la réponse ventriculaire est rapide. Méfiez-vous des tachycardies atriales. Ce n'est pas parce que c'est bien organisé, contrairement à l'AFA, qu'il y a moins de risques. La tachycardie atriale est une grande pourvoyeuse de dysfonction ventriculaire gauche. Nous, depuis l'ablation de l'AFA, quand on travaille du côté gauche, surtout les AFA persistantes, il peut y avoir des complications arythmogènes avec apparition de tachycardie atriale soutenue et ces tachycardies atriales, des fois, elles vont altérer la fonction VG
plus que l'AFA, les gens sont beaucoup plus symptomatiques que lorsqu'ils avaient la fibrillation atriale. Donc il ne faut pas trop traîner pour leur proposer une solution. Alors, en quelques semaines, c'est vrai, mais cela peut dépendre de la fréquence cardiaque. C'est pas pareil lorsqu'un cœur tape à 90 que lorsqu'il tape à 150. La charge en arythmie, j'en ai parlé tout à l'heure. La présence ou non d'une atteinte cardiaque structurelle. Et puis bon, il y a d'autres facteurs qu'on ignore. On ne sait pas pourquoi deux patients vont présenter exactement la même arythmie et il y en a un qui va évoluer vers la dysfonction ventriculaire gauche. Alors la récupération se fait souvent au bout de 2 à 3 mois. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas avancer. Voilà, le traitement. Alors, le traitement pharmacologique, très décevant, mais il faut s'aider quand même par le contrôle de la fréquence, à défaut du contrôle du rythme, parce que, encore une fois, tous les antiarythmiques en dehors de l'amiodarone sont contre-indiqués en cas de dysfonction ventriculaire. Alors, la cardioversion électrique, c'est vrai, il ne faut pas trop traîner pour la proposer, là aussi, et ça constitue même une valeur test si on veut leur proposer l'ablation. J'ai quelqu'un qui a une fibrillation atriale, la cadence ventriculaire est rapide, je n'arrive pas à le contrôler, ou a fortiori une tachyatriale ou un flotteur gauche. Et donc, je n'ai pas possibilité de l'ablater assez rapidement, et je ne suis pas sûr, est-ce que la cardiopathie est liée vraiment à cette tachycardie? Je fais rapidement une cardioversion électrique, bon, ça coûte pas grand-chose. Si le rythme sinusal devait se maintenir, et si a fortiori, il normalise sa fonction VG, ou si même on a un début d'amélioration, ça signifie qu'il faut être plus agressif sur l'arythmie qui a conduit à ça, et donc on va lui proposer des thérapeutiques très agressives, telles que l'ablation. Alors bien évidemment, l'ablation, c'est un traitement curatif pour certaines tachycardies, notamment le flotteur, lorsqu'il est ischémique. Le taux de succès, il est de 95-98%, c'est exceptionnel que ça récidive. C'est pas toujours le cas pour l'AFA aujourd'hui, surtout pour les FA persistantes. Les ESV, on a vu, ça donne vraiment de très bons résultats, en tout cas en aigu, il y a toujours des risques de récidive. Ne pas oublier, j'en ai très peu parlé, la stimulation VD, surtout avec une sonde en position apicale, chez quelqu'un qui a une fraction d'éjection à la base qui est limite, l'asynchronisme va entraîner des altérations hémodynamiques et va altérer la fonction ventriculaire gauche. Et ce sont des patients à qui il faut proposer une resynchronisation. Alors en conclusion, la cardiopathie rythmique est une cause réversible d'insuffisance cardiaque et de cardiomyopathie dilatée, mais attention, qui dit réversible dit diagnostic a posteriori, donc il faut éliminer toutes les autres causes d'abord. La plupart des troubles du rythme, comme on l'a vu, peuvent s'accompagner, peuvent être responsables de dysfonction ventriculaire. Alors, elle doit être considérée chez tout patient présentant une CMD avec une dysfonction ventriculaire gauche, en particulier les patients qui se présentent avec une tachycardie atriale ou une fibrillation atriale, surtout lorsque la réponse ventriculaire est rapide. La régularisation de la tachycardie parfois pharmacologique fait le plus souvent aujourd'hui à l'ablation parce que les antiarythmiques sont souvent contre-indiqués, mais il ne faut pas hésiter à prescrire les thérapeutiques bradycardisantes et notamment les bêta-bloquants pour essayer, du moins dans les arythmies atriales, de contrôler la fréquence. Je vous remercie pour votre attention.